Maman se rebelle, le podcast de la désobéissance maternelle. Salut et bienvenue sur Maman se rebelle. Ce n'est pas l'unique podcast qui parle des mamans, mais c'est le seul avec moi. Je m'appelle Anaïs, je suis maman solo de 2 enfants, sorcière à mes heures perdues, entrepreneur et surtout rebelle. Que vous soyez mère au foyer, maman active avec 1 enfant ou 5 enfants, que vous ne soyez pas encore maman, mais que vous vous intéressez par le fait de casser les préjugés sur la maternité, sur la parentalité avec une pointe de féminisme, eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, ne vous inquiétez pas si j'ai une voix un petit peu cassée, j'ai chopé le virus de ma fille la semaine dernière et j'avais plus de voix pendant une semaine, donc là ça revient un petit peu et je meurs d'envie d'enregistrer ce podcast, donc je vais le faire quand même. Donc j'ai apparemment une voix de fumeuse. Mais bon, il paraît que ça a son charme. Voilà, dans cet épisode, on va voir ce qui se passe quand les mamans appuient sur pause. On va parler de faire le tri entre les besoins des autres et ses propres besoins. On va voir comment apprendre à tirer notre épingle du jeu en tant que maman, et ce en 7 points. Et on va parler de la métaphore des 2 flèches de Bouddha et en quoi ça s'applique aux mamans. Lorsqu'on arrive à appuyer sur le bouton pause et connaître ainsi quelques heures de calme, cela peut faire surgir toutes sortes d'émotions que nous devons soit essayer de réprimer pour pouvoir être productive, soit prendre le temps de ressentir au détriment de notre efficacité sur le moment. À ce moment-là, la confiance que l'on met dans nos émotions est complètement compromise et la maman préférera les réprimer pour être plus productive. Dans ces cas-là, comment peut-on dire que la maternité est honorée ? Comment peut-on dire que la maternité est valorisée de manière adéquate dans notre société, là où une mère va préférer se couper de ce qu'elle ressent, de ses émotions, pour privilégier son mental ? C'est la bagarre tête-corps-cœur dont je parle souvent avec mes clientes. Le mental est trop dominant dans notre société et de nombreuses mères constatent qu'elles manquent de confiance en elles et en leurs émotions lorsqu'elles décident pour la première fois qu'elles sont prêtes à faire autrement, à agir différemment, à essayer de se reconnecter à leur intuition, à leur cœur, au lieu de penser avec leur mental uniquement. Dans le quotidien d'une maman, elle aura du mal à ne faire qu'une seule tâche. Je crois que nous devons en fait réapprendre à notre mental à ne faire qu'une seule tâche, là où le multitâche perpétuel exigé par la maternité est devenu notre norme. Notre esprit est constamment à la recherche de nouvelles choses qui requièrent notre attention, ce qui rend difficile la concentration sur une seule chose au final. Et d'autant plus difficile que cette reconnexion à notre cœur, à notre intuition, est ce que l'on ressent tout au fond de nous. Alors oui, nos petits sont profondément liés à nous exclusivement, ils ont tout plein de besoins, ils nous demandent tout plein de choses, et nous, les parents, nous sommes souvent les seuls à pouvoir les aider. Aussi, je suis tout à fait favorable à l'attachement parental, au partage, au co-sleeping, à toute autre pratique parentale qui soutient et favorise un lien sain entre parents et enfants. Et en même temps, je crois aussi que ces jeunes petits humains sont faits pour se lier à plus qu'une ou 2 figures d'attachement, donc plus que les parents. Le fait de nouer des liens avec si peu d'adultes, et donc là on reparle forcément de cette absence de village qui n'aide pas, tout ceci rend beaucoup plus difficile l'obtention de ces pauses dont nous avons besoin, sans stress pour l'enfant et sans stress ni culpabilité pour la mère. Un temps d'absence chargé de culpabilité et d'inquiétude est tout sauf réparateur. Il est évident que notre mode de vie amplifie le besoin de temps libre et rend la satisfaction de ce besoin encore plus difficile. Toutefois, je crois que nous vivons non seulement l'une des périodes les plus stressantes sur le plan collectif, mais aussi une période potentiellement transformatrice pour ces mères modernes. Donc on peut être très très seul, et au final je pense qu'on peut se servir de cette période pour en faire quelque chose de bien. Je crois que la crise des soins dans notre pays et ses effets sur la santé et sur l'autonomisation des mères est incontestable d'une manière qui n'était pas aussi évidente il y a quelques années. Je crois qu'il s'agit d'un moment critique et puissant de notre histoire où tant de choses sont révélées et éclairées autour de nous, donc là je parle de l'extérieur, et en nous, là je parle de l'intérieur. Et je pense que nous avons beaucoup à gagner en tant que maman et sur le long terme. Si et seulement si nous pouvons rester connectés
au point que je vais mentionner là. Donc j'en ai trouvé 7. Le premier, c'est cultiver son autocompassion. C'est reconnaître que la plupart du stress que nous ressentons provient de notre société, oui. Elle provient aussi de notre culture et elle provient aussi des récits inadéquats que l'on entend depuis toujours. Et en aucun cas, ça provient de nos propres insuffisances personnelles. Deuxième point, ressentir nos émotions sans les nier, ni les réprimer et encore moins les minimiser. C'est-à-dire, quand on nous dit « non, arrête de pleurer » ou « t'inquiète, ça va aller », bah non, en fait, on a le droit de vivre nos émotions. C'est vraiment se reconnecter à nos propres intuitions, à ce qu'on ressent dans notre corps, à nos ressentis, et les laisser nous conduire vers nos propres vérités et nos propres valeurs pour nous permettre de faire des choix en adéquation avec ces mêmes valeurs. Je discutais tout à l'heure au téléphone avec une femme lumineuse, qui est sage-femme, qui est maman de 3 enfants, et qui me disait « Ce qui me tient debout, c'est d'être en accord avec mes valeurs. » Eh bien, en fait, elle a tout dit. Les valeurs, c'est la base. Troisième point, accorder une attention particulière à notre colère et à notre chagrin. Donc c'est un point qui est un peu lié au point numéro 2, quand je dis ressentir ce que l'on ressent. Mais là, je parle plutôt de voir cette colère ou cette tristesse ou cette émotion comme une combustion d'énergie. C'est permettre à cette colère d'alimenter son feu intérieur et donc sa motivation. Je rappelais l'autre jour dans ma newsletter que la colère, c'est une belle émotion qui pousse à l'action. Elle mobilise notre corps, j'entends physiquement, et c'est pour ça qu'on devient, par exemple, dans l'expression rouge de colère. On a envie parfois de tout casser, et bien cette colère, il faut qu'elle sorte. Donc autant lui donner une direction. Quatrième point qui permet de rester concentré, c'est reconnaître et prendre nos besoins au sérieux. Ils ne sont pas plus ou moins importants que ceux des autres, que ceux de vos enfants, que ceux de votre partenaire, que ceux de vos collègues. Si vous avez besoin, ils sont aussi importants que les leurs. En revanche, vos besoins sont votre responsabilité. Et là, je dis pas ça pour, je parle pas de la responsabilité comme en lien avec la culpabilité. Je parle de votre responsabilité dans le sens où c'est à vous d'apprendre à demander et à prendre ce dont vous avez besoin plutôt que d'espérer que les autres lisent dans vos pensées, vous jugent digne de les satisfaire et vous donnent ce dont vous avez besoin alors que vous-même, vous estimez que vous n'en êtes pas digne. Cinquième point, développer la résilience tout en renforçant votre non. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire, quand vous dites non à quelque chose, c'est bien souvent que vous vous dites oui à vous-même. Alors oui, je comprends que ça peut être compliqué parfois de se dire oui à soi-même, mais si vous n'y arrivez pas, demandez-vous quelle valeur vous accordez à votre propre personne. Et dans ce cas-là, en fonction de la réponse, je vous invite fortement à vous faire aider si vous n'y arrivez pas toute seule. Sixième point, reconnaître notre interdépendance et revendiquer férocement notre droit à être soutenu au sein d'une communauté qu'on aura choisie. Ça veut dire faire preuve de créativité pour puiser dans cette communauté et ou la construire pour nous-mêmes de toutes les manières possibles et inimaginables que ce soit. Ça veut dire aussi déconstruire le mythe de l'indépendance et construire un état d'esprit de village. Septième point, 7 et dernier point, reconnaître l'importance du repos, du rêve et de la création. On peut vraiment se sentir mieux dans nos baskets de maman et en même temps être un modèle de plénitude et d'épanouissement pour nos enfants. On peut servir de modèle. Si vous voulez que vos enfants aient une importance du repos, qu'ils favorisent la création et qu'ils partent dans leurs rêves, je vous invite à leur montrer comment faire, en le faisant vous-même. Ces 7 points qu'on vient de voir là ensemble, ils sont essentiels et fondamentaux pour notre capacité à créer un avenir plus beau pour nos enfants et pour les générations à venir. J'ai envie de citer Adrienne Maree Brown, qui, dans son bouquin intitulé Pleasure Activism, The Politics of Feeling Good, elle a écrit la phrase suivante « Je crois que notre imagination, en particulier les parties de notre imagination qui contiennent ce que nous désirons le plus, ce qui nous apporte du plaisir, ce qui nous fait crier « oui », donc le fameux « oui », eh bien, c'est l'endroit où nous devons semer les graines du futur. Et je dirais que pour accéder à cet espace de création, il faut que nous ne soyons pas bloqués tout le temps en activité avec des to-do list et pour tout le monde. On ne peut pas être dans un contexte d'hyper-responsabilité constante,
responsable de tout et de tout le monde. Je vous invite à refuser de vous laisser intoxiquer par la question suivante. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Et de vous demander au contraire, encore et encore, qu'est-ce qui, dans le système dans lequel je vis, ou dans mon mode de vie, fait que j'ai tant de mal à me sentir satisfaite et entière en tant que moi, en tant que la femme et en tant que la mère. Cela me fait penser aux 2 flèches de Bouddha. C'est cette métaphore, vous savez, qui dit que la douleur fait partie de la vie. Donc la première flèche, elle provient de l'extérieur. Alors celle-ci, on peut difficilement l'éviter. En revanche, la deuxième, c'est la souffrance que nous nous rajoutons à nous-mêmes en plus de cette douleur. C'est celle qui est sous notre contrôle, celle-ci. Nous pouvons l'éviter car c'est nous qui l'attirons. C'est ce que je pense quand je dis aux mamans qu'elles se flagellent parce qu'elles n'utilisent pas leur temps seul efficacement. Quoique, ça veut pas dire grand-chose passer son temps seul d'une manière efficace parce qu'au final, il y a jamais eu d'obligation de résultat. Voyez, la première flèche serait celle de cette réalité merdique qui rend si difficile la satisfaction de vos besoins. C'est les événements difficiles du quotidien, c'est tout ce qui vous cause du stress, de l'anxiété, parfois même de la douleur. J'ai pour exemple une maman tire-allaitante. D'ailleurs, j'ai jamais vu ça, ça fait plus d'1 an qu'elle est tire-allaitante. Si elle m'écoute, je lui tire son chapeau. Et elle me racontait l'autre jour qu'elle était sur le point de prendre l'avion et elle était avec son petit bout de 14 mois et il y avait 6 heures d'avion. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle se pressait le sein dans l'aéroport pour retirer jusqu'à la plus petite goutte de son lait, tout en faisant attention à ce que son fils ne se mette pas en danger dans l'aéroport. Et ça, par exemple, ça, c'est une première. Un autre exemple, une maman qui se lève depuis plusieurs mois parce que son enfant se réveille la nuit. Et je rappelle que les enfants acquièrent un sommeil similaire à nous, les adultes, qu'à partir de l'âge de 6 ans, sans vouloir décourager personne. Donc, cette femme-là, elle a tout à coup 1 heure devant elle pour dormir et elle va finalement la passer à scroller sur Instagram au lieu de dormir. Eh bien, ça aussi, c'est la première. Les secondes flèches, elles vont provenir de l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ce sont les réactions que nous avons et ou le sens que nous donnons à ces circonstances qui sont difficiles. Lorsque notre réaction à la réalité de notre temps seul improductif consiste à nous reprocher d'être inefficace ou paresseuse, c'est là qu'on va se lancer la deuxième flèche. Donc, permettez-moi de bloquer cette deuxième flèche pour vous. Vous ne sabotez pas votre temps seul, les mamans. Vous faites du mieux que vous le pouvez dans des circonstances sérieusement contraignantes. Le fait que ce soit si difficile de répondre à vos besoins en ce moment ne signifie pas que vous ne méritez pas qu'ils soient satisfaits. Et cela ne signifie pas non plus que vos rêves ne valent pas la peine d'être réalisés. Vous êtes tellement digne et vos rêves valent absolument la peine d'être réalisés, même si pendant un certain temps, ils sont constamment interrompus. Et ça, c'est OK. Vous ne pouvez pas toujours contrôler le fait d'être touché par les premières flèches de votre vie. Cependant, en refusant de lancer les secondes flèches sur vous-même, vous diminuez considérablement le nombre de blessures, ce qui vous permet de conserver davantage d'énergie pour créer un monde où les premières flèches, elles seront également moins fréquentes. Pour cet épisode, j'aimerais que vous preniez action dès aujourd'hui. Appuyez sur pause pour aller chercher une feuille blanche et ensuite écrivez les 7 points essentiels dont on a parlé tout à l'heure. Donc je vous les rappelle. Premier point, je cultive mon autocompassion. Deuxième point, je ressens mes sentiments sans les nier, sans les réprimer, ni les minimiser. Troisième point, j'accorde une attention particulière à ma colère et à mon chagrin. Quatrième point, je reconnais et je prends mes besoins au sérieux. Cinquième point, j'apprends à dire non aux autres pour me dire oui à moi. Sixième point, je reconnais mon interdépendance et je revendique mon droit à être soutenu au sein d'une communauté. Septième point, je reconnais l'importance du repos, du rêve et de la création. Une fois que vous avez écrit ça, vous l'accrochez dans votre salle de bain ou à tout autre endroit que vous allez voir tous les jours, donc ça marche aussi très bien dans les toilettes. Et quand on est une maman, on sait très bien que les toilettes sont THE pièce de repli
où on peut espérer s'échapper 2 minutes si personne ne nous voit entrer dedans. Donc vous l'accrochez où vous voulez, et ensuite je vous invite à le lire à haute voix tous les matins, ou tous les soirs, enfin bref, tous les jours, et ceci pendant 3 semaines minimum. Cet épisode de Maman se rebelle est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre écoute et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que Maman se rebelle aborde pour les prochains épisodes. Et pour cela, dites-le moi en commentaire sous le podcast ou sur les réseaux sociaux aussi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.